première chose, qu'est-ce que sont les électrons secondaires? Parce qu'avant de vous parler de détecteurs, je vais vous expliquer quand même ce que c'est un électron secondaire. Un électron secondaire est généré à cause de l'incidence du faisceau. En fait, le faisceau d'électrons arrive sur de la matière et il peut heurter un électron qui est dans la matière. Cet électron secondaire est donc arraché, il est récupéré par des détecteurs spécifiques. Et en fait, c'est ce type d'électron qui permet d'avoir les jolies images qu'on a l'habitude de voir en MEB en pseudo-relief. Donc, je vais vous montrer quelques images qu'on a fait. Alors, pour coller un petit peu à la thématique du moment, la première observation que j'ai faite, c'était sur des masques chirurgicaux. Donc, si vous regardez là, vous voyez la couche externe qui est bleue, si vous avez des masques bleus et blancs, la couche externe qui est blanche, et les 4 photos que vous avez là, ça correspond à la couche intermédiaire, avec des résolutions augmentées pour la couche intermédiaire. Donc, c'est une observation de mise en jambe, hein, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Ça permet juste de voir qu'il y a une quand même forte densité de fibres et on comprend pourquoi les masques sont efficaces. Maintenant, je vais vous expliquer la différence un petit peu entre le détecteur qui est dans la chambre et le détecteur qui est dans la colonne. En gros, il faut imaginer le détecteur qui est dans la chambre, c'est un petit peu comme si vous observiez votre échantillon depuis une colline. Par contre, un détecteur qui est dans la colonne, il est juste au-dessus. C'est comme si vous observiez avec un drone qui est à la pique de votre échantillon. Donc, celui qui est dans la chambre, ça donne des photos de ce style-là. C'est exactement la même cellule, hein, c'est un lymphocyte sur un tissu cardiaque. On voit un peu plus peut-être tout ce qui est relief et on a une vue plus générale, on va dire. Le détecteur in-lens, lui, celui qui est dans la colonne, il permet d'avoir vraiment une vue de la surface qui est vraiment de grande qualité. C'est un détecteur aussi qui marche particulièrement bien quand on commence à monter en taille de grandissement. Là, vous voyez, c'est une cellule qui est posée sur de l'hydroxyapatite, donc à faible grandissement. Je suis avec le détecteur qui est dans la chambre. Et là, on voit un détail avec un grandissement à 10 000. Donc, vous voyez l'échelle, je suis à 1 micron. Et on voit vraiment très, très bien tout ce qui est la structure de la surface. Là, je vais juste vous montrer des échantillons avec un grandissement à 10 000, une hématie, toujours dans un tissu cardiaque. Et ça, c'est un grandissement à 50 000. Vous voyez l'échelle de 200 nanomètres. On voit parfaitement les détails sur ce cristal d'hydroxyapatite. Je vais vous détailler maintenant le détecteur d'électrons rétrodiffusés. Qu'est-ce que c'est qu'un électron rétrodiffusé? Ça, c'est un électron en fait, qui vient du faisceau, donc c'est-à-dire du faisceau incident. Et quand il arrive au voisinage de la matière qui est dans l'échantillon, il ne va pas heurter un autre électron, il ne va pas heurter quelque chose. En fait, il va perdre de l'énergie et changer de direction. Donc, les images, le type d'image qu'on récupère avec ce type d'électron, c'est des images qui correspondent, qui ont une corrélation avec le numéro atomique des atomes avec lesquels les électrons sont en contact. Donc, on peut dire que ça donne une espèce d'image de l'homogénéité chimique de l'échantillon. Ça va donner des images beaucoup plus plates, mais qui sont très informatives pour d'autres raisons. Par exemple, nous, au laboratoire Hermès, on travaille beaucoup sur l'os. Et vous voyez un petit peu, alors je vous expliquerai après ce que c'est ce quadrillage. Si vous regardez l'os, vous voyez qu'il y a différentes teintes de gris, ça correspond à des réarrangements osseux. Et donc, c'est extrêmement informatif pour nous. Là, dans ce cas de figure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un échantillon qui est très grand. Et on a un logiciel que nous avons acheté avec qui permet de faire un parcours de ces grands échantillons. Donc là, vous voyez une multitude d'images, en fait, qui sont accolées les unes aux autres. À la fin, ces images, via un algorithme, sont raboutées les unes aux autres de manière à bien refaire l'image. Et après, hop, on fait une jolie... on colore les bouts qui manquent parce qu'effectivement, l'avantage de ce logiciel, c'est de ne pas passer aux endroits où il n'y a pas d'information. Et donc, on rend une image comme ça où on a l'os en entier qu'on n'aurait pas pu parcourir en une seule fois. Ce détecteur, il a quelque chose qui a pas mal changé par rapport au microscope conventionnel qu'on avait avant, c'est qu'on peut vraiment monter en résolution. Avant, au-delà d'un grandissement de 1000, on avait du mal à faire la mise au point. Et là, je vais juste vous montrer, regardez bien l'échelle en bas. Est-ce que vous voyez ma souris? OK.
Donc, vous allez voir, en fait, on va faire un zoom sur cet os et on va avoir de plus en plus de précision. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas sur l'os, ça paraît peut-être pas extrêmement joli, mais je peux vous garantir que pour toutes les personnes qui travaillent sur l'os, c'est quelque chose de vraiment formidable. Ça peut être fait, bien sûr, avec d'autres tissus. Là, je vous ai montré de l'os parce que j'ai travaillé sur ça. Le seul problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a des limites au niveau de la façon de préparer. Pour préparer ces os, en fait, ils sont dans des blocs de résine et on les polit miroir. Et jusqu'à présent, quand on avait des rayures, ce n'était pas très important. Mais là, avec le degré de précision qu'on a, il va falloir peut-être qu'on trouve des polissages encore plus performants que ceux qu'on a, peut-être avec des poudres de diamant et des nouvelles techniques pour justement ne plus avoir de problème de préparation. Maintenant, je vais passer à un détecteur qu'on a acheté pour différentes raisons et surtout parce que en fait, c'est un détecteur, il est génial. En fait, il permet de faire de la transmission, mais avec un microscope à balayage. Alors, ce que vous voyez là, on l'a déjà testé plusieurs fois avec des personnes du laboratoire, mais aussi avec quelqu'un à l'IRS, Delphine Fradin, pour ne pas la nommer. Donc là, ce que vous voyez, c'est un portoir avec les petites grilles qu'on met d'habitude dans un microscope électronique à transmission. On peut en mettre jusqu'à 12. Ce portoir, on va le coller quasiment sous le canon. Ça, c'est le canon par où arrive le faisceau d'électrons. Et sous ce portoir, on va positionner le détecteur. Donc, on est bien en train de récupérer des électrons qui sont transmis au travers de l'échantillon. Donc, on peut mettre sur ces grilles de manière classique des coupes ultra fines qu'on a faites à partir de blocs de résine, ou alors des solutions, par exemple, on a fait plusieurs expériences avec des exosomes qu'on dépose sur la grille et qu'on contraste tout simplement. Donc, la première manip que je vais vous montrer, ce sont des blocs de résine dans lesquels avait été inclus du tissu de pancréas. Ce sont des îlots de Langerhans qu'on voit, qui sont bourrés de vésicules. Donc là, vous voyez un noyau. Alors ça, c'est pour des personnes qui ont déjà fait de la microscopie électronique, vous allez reconnaître l'ultrastructure. Donc là, on voit un noyau. Là, par exemple, on voit un vaisseau avec des hématies dedans. Et là, donc, des vésicules qui sont remplies de… Alors, attendez, je ne sais plus si c'est du glucagon, peut-être. Enfin, je ne sais plus ce que c'est, ce qui est dans les vésicules. À faible grandissement, à environ 4000, et là, la même photo, mais à 10 000. J'ai aussi travaillé avec un infectiologue du CHU, et lui, ce qu'il cherchait à savoir, c'était il avait 2 souches de staphylocoque. L'une était résistante à la vancomycine, l'autre non. Et il soupçonnait une différence au niveau de l'épaisseur de la membrane. Donc, on a observé ces staphylocoques. Alors là, vous voyez, les grandissements sont nettement plus importants, puisque l'échelle est à 200 ou à 100 nanos. Et donc, vous allez voir, effectivement, là, il y a une souche dont on a mesuré une épaisseur aux alentours de 20, on va dire 25 nanomètres, et l'autre plutôt aux alentours de 30 à 40 nanomètres. Et pour finir, voici des exosomes. Donc ça, c'est une coloration négative qui a été faite à partir d'échantillons du laboratoire, mais comme je vous dis, on en a fait pour quelqu'un d'autre, où on arrive à avoir une très belle vésicule, un très bel exosome qui doit faire à peu près 70 nanomètres de diamètre. Je vais vous faire un petit topo assez rapide sur le module NanoVP. Donc le module NanoVP, c'est un module dans lequel on peut travailler en vide dégradé. Alors, vide dégradé, ce n'est pas qu'on envoie de l'air dans le MEB, on envoie de l'azote. Le MEB peut aller de 0 à 500 pascal. Dans les faits, il est plutôt quand même conseillé de travailler de 10 à 150 pascal avec le module NanoVP. Alors, le module NanoVP, en fait, c'est l'adjonction de ce petit cône que vous voyez, qu'on colle juste sous le canon, de manière à faire un étage supplémentaire de vide, de manière à avoir le moins possible de distance pour le faisceau à parcourir dans le vide dégradé. On utilise avec ça une platine Peltier la plupart du temps, où on refroidit les échantillons à des températures aux alentours de 0 degré. Au laboratoire, on a essayé de travailler sur quelques échantillons extrêmement hydratés. On n'a pas eu des très, très beaux résultats parce qu'ils étaient trop hydratés et donc il vaut mieux utiliser le module cryo pour ces échantillons. Mais par exemple, en botanique, ça peut être très utile. Pour des échantillons aussi qui sont non conducteurs et fragiles et qu'on ne veut pas métalliser, c'est le module idéal à utiliser.
Et sinon, je vais juste vous montrer un extrait d'une publication d'échantillons qui ont été faits à Cergy-Pontoise. Eux, ils travaillent sur des hydrogels aussi, comme on en a au laboratoire, à part que c'est des hydrogels qui sont beaucoup moins hydratés, qui ont environ 60% d'eau. C'est des hydrogels de fibrine et de fibrinoïdes. Et donc, ils ont des résultats extrêmement jolis sur ces hydrogels. Donc, en fait, ce module, il peut servir à pas mal de choses. C'est toujours une question d'échantillon et de choisir la meilleure méthode pour traiter les échantillons. Maintenant, je vais vous parler de la dernière acquisition qu'on a reçue, donc c'est le module Cryo. Alors, le module Cryo est composé de plusieurs éléments. Le premier, c'est cette partie-là qui est à côté du MEB. En fait, le MEB, si vous en voyez un tout petit bout, là, il est à droite. C'est la station de congélation. Donc, la station de congélation, en gros, c'est cette cuve-là dans laquelle on va mettre de l'azote qu'on va mettre sous vide. Donc, ça va faire de l'azote comme un granité d'azote, en fait, et ça va la refroidir à moins 193 degrés au lieu de moins 173 quand il est liquide. Ensuite, on enlève le vide de l'azote, ça redevient de l'azote liquide, on congèle très rapidement et on utilise ce petit portoir là avec cette canne. On va mettre le portoir, on va l'accoler dans cette chambre là de préparation et on va rentrer le portoir dans cette partie-là où on lui fait subir différents traitements qui sont la fracture, parce que c'est plus joli quand même de casser l'échantillon, une sublimation, c'est-à-dire qu'on enlève l'eau de surface pour ne pas avoir une surface qui ressemblerait à quelque chose comme un miroir, et on métallise. Et après, on introduit ça dans le MEB sur une platine froide qui est refroidie en permanence à moins 140 degrés. Les températures sont toujours suivies de la platine sur cette partie-là de la table de préparation. Je vais vous montrer, là, la première photo que je vous montre, la première série de photos que je vous montre, ce sont des hydrogels qu'on a au laboratoire. C'est des hydrogels d'alginate. Il faut imaginer, il y a à peu près 95% d'eau. Donc, je vais juste vous montrer cet hydrogel à différents grandissements. Donc, on a vu des structures, alors assez intéressantes, puisqu'il y a deux types de structures, des structures plus épaisses qui encagent des structures plus fines. Donc, voilà, à différents grandissements. Et hier, on a réussi à faire une cryo avec des cellules. Alors, la préparation n'a pas été optimale parce que c'était la première fois qu'on tentait ça. Mais voilà, on a réussi à observer des cellules. Je vais vous montrer, on les a mesurées. Et donc, tout autour, ce que vous voyez là, c'est en fait des flocons d'eau parce qu'en gros, notre préparation de cellules était… en fait, on espérait faire un culot qui tiendrait et le culot n'a pas vraiment tenu. Donc, on a essayé de le congeler un petit peu comme ça, mais on a réussi à avoir des cellules qui sont plutôt assez jolies, qui ressemblent à des cellules. Et ça nous a donné ce type de résultat. Et pour finir, ça, en fait, c'est une partie de la préparation pour accrocher nos échantillons sur les portoirs. Il faut en fait les coller. Donc, on utilise le tissu tech comme au cryostat. Mais dans ce tissu tech, on doit y rajouter une solution conductrice. Donc, c'est une solution de carbone colloïdal. Et donc, ces particules, ce sont des petites particules de carbone qui sont dans la préparation et qui sont congelées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais juste arrêter le partage. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter différentes techniques d'imagerie, de méthodes et d'imagerie disponibles sur la plateforme Micropixel et pour plus particulièrement imager des échantillons épais. Alors, pour rappel, la plateforme Micropixel est située au 4e étage de l'IRS1 et comporte 3 services. Donc, un service d'histologie et de préparation des échantillons, composé de Stéphanie Blandin, d'Aurélie Doméné, spécifiquement sur le projet Codex, et de moi-même, d'un service de microscopie photonique, donc composé de Philippe Hulin et de Steven Nedelec, et un d'analyse d'images, donc composé de Magali Feilleux et de Perrine Paul Gilotto. Donc, les techniques que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment transverses à ces 3 services.
Pour commencer, je vais vous présenter le développement d'une technique de serial block face imaging qu'on a développée en collaboration avec une start-up nantaise, KR Labs, et qui va permettre de visualiser plutôt donc vraiment en vue macroscopique des échantillons non marqués. Alors, qu'est-ce que c'est le principe du serial block face imaging? En fait, c'est d'imager la surface d'un bloc, par exemple un bloc de paraffine, dans lequel est inclus un échantillon, et cela tout au long de sa coupe. Donc, pour cela, on va inclure un échantillon en paraffine colorée pour améliorer le contraste entre le milieu d'enrobage et l'échantillon en lui-même. On va le couper de façon automatique par un microtome classique, devant lequel on a placé donc, une caméra qui possède une source LED intégrée. Donc, à chaque coupe de l'échantillon, la caméra va prendre différentes images. Donc d'abord une image du bruit de fond, donc en lumière visible, puis une image de fluorescence. Donc la source LED permet d'exciter à 470 nanomètres et de récolter les longueurs d'onde supérieures à 500 nanomètres, ce qui correspond à peu près au profil de la GFP et qui nous va correspondre à l'autofluorescence du tissu. Donc on va récupérer en fait l'image de la fluorescence dont on va soustraire le bruit de fond acquis en lumière visible afin de récupérer vraiment l'autofluorescence spécifique du tissu. Donc ceci va être fait tout au long de la coupe de l'échantillon, et on va pouvoir à la fin vraiment reconstruire cet échantillon en 3 dimensions grâce à ces images d'autofluorescence. Donc en parallèle, on essaye également de mettre en place un système de récupération des coupes histologiques. Donc, puisque l'échantillon a été coupé tout au long, pour ne pas perdre ce matériel et pouvoir avoir d'autres informations sur l'échantillon. Donc, cette méthode est encore en cours de développement, mais par exemple, on a déjà testé cette technique avec l'équipe de Jean Méraud sur un modèle de cœur de rat dans leur projet de valvulopathie. Et donc, on peut déjà bien identifier, juste avec l'autofluorescence, des organes, enfin des régions d'intérêt comme les valves cardiaques. On avait commencé ces tests dans un premier temps avec une résolution qui est pas encore très suffisante, donc de 30 micromètres. Mais grâce à des petites améliorations de la plateforme, actuellement, on arrive à avoir, comme vous voyez à droite, un autre échantillon avec une résolution maintenant de 10 micromètres. Donc, par exemple, sur cet échantillon, on a réussi à récupérer une coupe histologique qu'on a colorée classiquement en HPS, ce qui peut être intéressant pour des analyses multimodales et apporter d'autres informations que l'analyse tridimensionnelle. Et également, avec cette analyse tridimensionnelle, on peut, par exemple, segmenter des objets d'intérêt, donc ici la valve cardiaque, afin de sortir ses caractéristiques. Alors, un autre exemple sur un échantillon de foie de souris. Donc ici, vous voyez l'image obtenue par la caméra, l'amélioration qu'on peut en faire, la vue 3D correspondante, et par exemple, ici, on a pu segmenter le réseau vasculaire sur cette analyse tridimensionnelle.
On a également testé beaucoup d'autres, enfin, un large panel d'échantillons, donc principalement des organes de souris. Donc, vous pouvez voir un cerveau entier, des intestins coupés en plusieurs morceaux, un rein, un poumon, un os. Mais on a également des projets qui vont venir un peu plus exotiques. Donc, par exemple, un ovaire de poisson ou une cervix de brebis. Donc, n'hésitez pas. Donc, ce projet, enfin, cette techno est encore en cours de développement, mais donne déjà des résultats assez prometteurs. Donc, si ça peut correspondre à vos sujets de recherche et à vos modèles de recherche, n'hésitez pas à nous proposer divers modèles à tester. Donc, voilà pour cette partie. On va passer maintenant à la visualisation d'échantillons toujours épais, mais cette fois-ci marqués, grâce au développement de méthodes qui viennent d'arriver récemment sur la plateforme. Donc, des méthodes de transparisation et des microscopes adaptés aux échantillons épais. Alors, pour commencer, pourquoi transpariser? J'imagine que peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce terme. Donc, en microscopie confocale classique, on va facilement imager un tapis cellulaire ou une coupe fine. Sauf qu'à partir de plusieurs centaines de micromètres, on va commencer, si on veut imager en profondeur, à avoir une perte de la résolution axiale, une perte de l'intensité du signal. Et puis, finalement, l'échantillon va devenir opaque et ne pourra plus être visualisé. Alors, cette opacité, elle s'explique par une composition hétérogène du tissu. Donc, les divers composés d'un tissu comme les protéines, les lipides, le cytoplasme vont présenter des indices de réfraction différents qui vont faire que la lumière va être diffusée dans des directions différentes et que le tissu va devenir opaque et la lumière ne pourra plus se déplacer de manière homogène. Donc, la stratégie pour rendre un échantillon transparent, ça va être de limiter cette diffusion en homogénéisant les indices de réfraction du tissu. Alors, également, oui, un tissu présentait des composés qui vont absorber la lumière, donc, par exemple comme l'hème de l'hémoglobine. Donc là, la stratégie, ça va être plutôt de décolorer ces composés afin qu'ils n'absorbent plus la lumière. Donc, pour homogénéiser ces indices de réfraction, on va avoir différentes méthodes de transparisation qui vont exister, donc même de nombreuses méthodes qui sont classiquement séparées en 4 grandes familles. Alors, on va d'abord avoir des méthodes utilisant des solvants organiques, dont la méthode principale qui est connue, c'est la méthode DISCO. On va avoir des méthodes plus simples, donc simplement immerger l'échantillon dans des solutions à haut indice de réfraction, dont la solution RapidClear fait partie, que je vous présenterai un peu plus tard. Des méthodes basées sur l'hyperhydratation des tissus, dont fait partie la méthode la plus connue, la méthode cubique, et des méthodes qui permettent d'intégrer l'échantillon dans un hydrogel, dont fait partie la méthode Claretti, dont je vous parlerai également plus tard. Donc, pour choisir vraiment une méthode de transparisation, il va y avoir pas mal de paramètres à prendre en compte. Par exemple, la taille de l'échantillon,
le type d'imagerie que vous avez à disposition, votre expertise, votre équipement. Donc, j'ai fait un petit résumé vraiment indicatif en fonction de ce que vous pouvez choisir. Donc, par exemple, les méthodes de solvants organiques sont plutôt conseillées pour des gros échantillons, car c'est la méthode à peu près la plus efficace. Par contre, elles ne conservent pas ou très peu, selon les variantes, la fluorescence endogène. Donc on est obligé de faire un immunomarquage. Cependant, donc, ces méthodes sont présentées comme les plus efficaces, mais elles utilisent des solvants toxiques. Donc, nous, sur la plateforme, on a décidé de ne pas du tout utiliser cette méthode et de ne pas accepter les gens qui veulent utiliser cette méthode juste pour visualiser, pour une question d'hygiène et sécurité, puisque nos locaux ne sont pas adaptés. Alors, la méthode de simple immersion va plutôt correspondre à des petits échantillons, puisque son efficacité est plus faible. Par contre, elle est très simple d'utilisation, elle conserve bien la fluorescence endogène sans problème et il faut effectuer l'immunomarquage avant la transparisation. Donc, on a également les méthodes d'hyperhydratation cubique, qui est moins efficace que les méthodes de Disco ou X-Clarity, mais sont assez simples à mettre en place et peu coûteuses. Donc, elles correspondent plutôt à des échantillons petits à moyens. Elles conservent très bien la fluorescence endogène, mais elles entraînent une perte protéique assez conséquente, donc on ne peut pas vraiment faire d'immunomarquage après. Et enfin, la méthode que je vous présenterai plus en détail plus tard, donc la méthode X-Clarity, qui s'adapte très bien aux moyens à gros échantillons, donc on pourrait dire des morceaux d'organes, voire des organes entiers, qui présentent une bonne transparisation, qui conservent bien la fluorescence endogène et avec lesquels on peut réaliser des immunomarquages. Donc vraiment, ce tableau est vraiment à titre indicatif et vraiment le choix de la méthode il sera nécessaire d'en discuter vraiment avant, en fonction vraiment du projet scientifique que vous avez dans sa globalité. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu comment procéder pour transpariser des petits échantillons. Donc, ce que je considère petit, ça va être des coupes épaisses ou des sphéroïdes d'une quelques centaines de micromètres. Donc, je ne vais pas vous donner de protocole vraiment détaillé parce qu'en fonction de la taille ou de la nature de votre échantillon, va y avoir des mises au point à effectuer. Et puis, vous avez un peu déjà vos habitudes de laboratoire et des matériels différents. Donc, vraiment, je vais juste vous présenter les étapes. Dans un premier temps, il faudra classiquement fixer vos échantillons, perméabiliser avec du Twin ou du Triton et saturer les sites non spécifiques. Vous devrez faire un immunomarquage s'il n'y a pas de fluorescence endogène. Donc pareil, l'immunomarquage, le temps d'incubation dépendra vraiment de la taille de votre échantillon. On peut penser à une incubation, par exemple, overnight ou quelques jours. Donc, après l'immunomarquage réalisé, vous pourrez mettre votre échantillon dans du RapiClear. Alors, aujourd'hui, je vous présente le RapiClear parce que c'est ce qu'on utilise sur la plateforme. C'est un peu cher, mais au final très efficace. Et pour des petits objets, ça vaut le coup parce que vous ne perdez pas trop de temps à la transparisation. Donc, il existe, par exemple, pour des sphéroïdes,
Il existe des Rapid-Clear à différents indices de réfraction, ce qui est conseillé, 1,49, 1,47, 1,52. C'est très bien décrit, sur leur site, commercial. Donc pareil, l'incubation dans le Rapid-Clear va dépendre également de la taille de votre échantillon, donc soit overnight, soit quelques jours. Et pour imager, vous pouvez, donc très bien visualiser, ces échantillons en microscopie, confocale. Donc n'hésitez pas à vous renseigner en amont, avec les collègues de la plateforme, puisqu'il y a quand même quelques contraintes, à connaître, comme la distance de travail, de l'objectif afin, d'imager, au mieux votre, échantillon dans sa globalité. Et également, il faut prendre en compte qu'une fois transparisé, bah, votre échantillon, il sera vraiment transparent et donc difficile, à retrouver. Donc le montage est aussi important, donc peut-être directement les mettre en plaque IBD ou alors, sur une lamelle, avec, par exemple des spacers qui existent, dont la taille est connue, pour bien les manipuler. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qui a déjà été, réalisé, sur, la plateforme. Donc par exemple ici, des organoïdes à partir de cellules souches, trophoblastiques, pour le projet de Gaël Castel, donc qui a utilisé, là, l'objectif x20, à immersion. Donc vous voyez que la distance de travail est d'environ 350 micromètres. Donc pour, des organoïdes de 300 micromètres, on peut encore, y arriver et avoir de très belles images. Donc à droite, également des micromasses, de cellules de notochorde, pour le projet, de Nicolas Védrenne. Et là également, il a utilisé un nouvel objectif, disponible sur la plateforme qui est vraiment très bien, qui est un x25, à immersion huile de silicone. Et donc vraiment la distance de travail là est vraiment intéressante, donc qui est environ de 600 micromètres. Voilà, donc même, là, je vous présente plutôt des sphéroïdes organoïdes, mais pour petits échantillons, on peut également, heu, avoir de beaux résultats, pour, par exemple ici, l'équipe de Jean Méraud, donc qui travaille, sur des valves cardiaques et des cœurs, d'embryons, qui ont également été transparisés par RapidClear et avec, l'objectif, x10. Donc vous voyez la distance de travail est de 5 millimètres. On a pu, visualiser ces échantillons dans leur globalité, même si la résolution peut être, un peu moins bonne, on a quand même des bons résultats. Heu, donc maintenant je vais plutôt passer à une autre échelle, donc de la transparisation de plus gros, échantillons. Donc avec la méthode Clarity qui vient d'arriver, pas cette cette année, sur la plateforme. Donc là vraiment on va passer sur, plusieurs, millimètres à, un organe, entier. Alors, le le processus de cette méthode, c'est d'abord, d'intégrer, l'organe, l'échantillon, dans un hydrogel qui est à base d'acrylamide. Cet hydrogel va préserver, la morphologie, de l'échantillon et permettre également de préserver son contenu cellulaire. Parce que, la base, de cette technique, c'est qu'après, on va le délipider, cet échantillon, donc avec du SDS soumis à un courant électrique, donc qui va permettre, l'élimination des lipides. Une fois, les lipides, éliminés, on va, imprégner, l'échantillon avec une solution à haut indice de réfraction, donc ici 1,46 pour, donc bien homogénéiser, les indices de réfraction et que, l'échantillon soit le plus transparent possible. La délipidation, elle peut se faire donc, avec un courant électrique, c'est la méthode de Clarity active
mais également sans courant électrique. Donc, ça prend plus de temps, mais pour des échantillons plus fragiles, ça peut être plus conseillé et également ça préserve mieux la fluorescence endogène de l'échantillon. Alors, plus précisément, je vais vous montrer le déroulé un peu de cette méthode. Donc rapidement, hein. On va d'abord, dans un premier temps, fixer, les échantillons, soit par perfusion, de PFA, ce qui est plus conseillé pour les organes entiers, soit, juste en incubant dans du PFA 4 donc maximum, 24 heures, car, plus on fixe l'échantillon, plus on va avoir besoin de transpariser après. Donc après la fixation, on va, incuber, cet échantillon, dans l'hydrogel au moins 24 heures. On va polymériser, cet hydrogel pour qu'il se réticule, au contenu cellulaire. Selon les projets, on peut soit, couper, les échantillons en tranches, soit le garder intact et on va passer à la clarification, donc qui correspond, à la délipidation. Et donc pour vous donner un exemple, au niveau timing, pour un cerveau de souris, c'est à peu près 6 heures. Donc on va effectuer après des rinçages, puis, ce qui va être vraiment le plus long, ça va être l'immunomarquage, parce que là, on est vraiment plus du tout aux mêmes échelles. Donc, pour un organe entier, on va parler d'incubation d'1 semaine, voire 2 pour des anticorps primaires et pareil pour le secondaire. Donc, ça va également demander des gros volumes, d'anticorps. Donc, c'est vraiment des contraintes à prendre en compte quand vous commencez, ce genre de projet. Alors, une fois votre échantillon marqué, il va falloir, le visualiser et vous vous rendez bien compte que là, en microscopie confocale, selon la taille de l'échantillon, ça ne va plus passer. Donc, c'est pour cela qu'on a, acquis aussi récemment, un microscope à feuille de lumière. Il doit, vraiment son nom à son illumination, donc qui se fait par, ces 2 objectifs d'illumination à gauche et à droite de l'échantillon. Donc, une illumination vraiment en forme de feuille qui va exciter, l'échantillon, en coupe fine, ce qui va permettre, vraiment, heu, par rapport à en microscopie, confocale, une absence d'excitation hors focus. Donc, on va vraiment, améliorer le ratio, signal sur bruit. Il va y avoir également une meilleure, une baisse de la phototoxicité. Par rapport à la microscopie confocale, toujours, on va avoir une meilleure, résolution, en Z, avec une résolution XYZ, isotrope. Il va également être plus rapide et le fait qu'il y ait, donc 2 objectifs, d'illumination, une à gauche, une à droite, va améliorer, la qualité, de l'image. Cependant, ce type, de microscopie, est un peu plus complexe. Il va apporter, ses contraintes. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment, l'échantillon va devoir vraiment être, transparent pour que la feuille puisse la traverser de part et d'autre. Donc, il va falloir, soit les transpariser, soit que l'échantillon soit naturellement transparent, comme par exemple des embryons. Également, il y a une certaine, limitation de taille, donc amenée par la cuve, du microscope. Donc, on va être sur un maximum d'environ 2 centimètres, comme, grandeur, on dira, plutôt un cerveau de souris entier. Hem, donc également, ce que je vous ai expliqué, précédemment, il va falloir, pour avoir une image, la plus nette et la plus belle possible, respecter les indices de réfraction, mais à tout niveau du système.
Donc, sur notre objectif, par exemple, on va avoir une bague de correction qui permet de s'adapter à précisément l'indice de réfraction de votre échantillon. Également, l'échantillon ne devra pas être resté au sec, donc on va devoir remplir la cuve avec le milieu qui va correspondre à l'indice de réfraction de votre échantillon. Donc tout ceci est vraiment à respecter heu, pour respecter au maximum le trajet de la lumière et limiter la diffusion. Donc au niveau du montage, selon la taille de l'échantillon, en fait, les échantillons, les organes entiers ou plusieurs millimètres, des échantillons de taille de plusieurs millimètres, on va pouvoir, les coller directement, à la glu, sur des supports, fournis, par Zeiss. Mais on peut également, pour des échantillons, beaucoup plus petits, de l'ordre de centaines de micromètres, hem, les, mettre, en capillaire. Donc c'est un système qui est encore en cours de développement parce qu'il va falloir les intégrer, dans de l'agarose et on n'a pas encore trouvé une solution pour, respecter, ces indices de réfraction, avec l'agarose. Mais on va y arriver. Donc, je vais quand même vous présenter, quelques projets en cours, donc qui viennent de débuter. Ici, on a pour projet avec, Anne Camus, qui a un modèle d'étude donc des embryons de souris. Donc vous voyez qu'on les a transparisés avec, X-Clarity, pendant 45 minutes et en feuille de lumière, alors là, c'est vraiment juste pour imager, on voit, la tête, de l'embryon, juste avec, du taupe-rot, donc c'est un marqueur nucléaire, qui fluoresce, dans le rouge lointain et l'autofluorescence en vert. Mais ce qui intéresse plutôt, l'équipe, de Anne, c'est, la notocorde. Donc là, par exemple, on a visualisé, la colonne ainsi que les côtes, donc toujours en taupe-rot, le marqueur nucléaire, mais également, le facteur de transcription, brachyurie, qui va correspondre là au niveau du nucléus, pulposus, je crois, que l'on visualise là au niveau du disque intervertébral. Également toujours en cours, donc le projet de Sarah Beck, qui a pour, échantillon pour modèle d'étude des fémurs de souris qu'on a transparisé également avec X-Clarity et qu'on a visualisé, juste avec, le taupe-rot, donc ce qui donne des résultats assez prometteurs, donc on a hâte, de continuer. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop dense. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, le choix de méthode de transparisation et de microscope, donc soit confocal, soit feuille de lumière, peut dépendre de vraiment beaucoup de paramètres. Donc n'hésitez pas avant de vous lancer à nous contacter et à réfléchir ensemble, sur vos projets.